Bonjour. Commençons ce cours par une question sans chercher réellement à apporter une réponse. De quelle façon peut-on appréhender ou même définir certaines notions élémentaires de physique, comme le temps, le mouvement, la force, l'énergie, etc. Ce genre de question, en apparence anodine, a fait depuis l'Antiquité d'importants débats entre scientifiques et philosophes. Pour Platon, et à travers lui son maître Socrate, le principal personnage dans ces dialogues, comme vous le savez certainement. Je répète, aux yeux de Platon, toutes ces notions devraient être considérées comme des idées abstraites séparées de leur réalité concrète. Pour lui, il devrait exister deux mondes dont l'un est la reproduction imparfaite de l'autre. Le premier est le monde sensible, qui n'est qu'une incarnation biaisée, autrement dit, une reproduction imparfaite des idées qui, elles, sont parfaites, mais insaisissables par nos sens. Le deuxième monde, qui est la véritable réalité pour Platon, est le monde intelligible, le monde des concepts, des notions et des idées, dans le sens où ces idées abstraites forment les modèles archétypes des choses et des formes que nous percevons à travers nos cinq sens. Pour illustrer cette théorie, dite des idées ou des formes, Platon dans la République nous donne l'exemple du menuisier qui fabrique un meuble, un lit ou une table par exemple. Il est clair que le produit fabriqué n'est qu'un exemplaire parmi tant d'autres et ne peut être exactement conforme au modèle du meuble idéal. Par conséquent, cet objet-là doit être considéré comme une reproduction imparfaite d'une forme intelligible du meuble qui, elle, est parfaite. C'est donc dans le monde des idées, selon Platon, que réside l'enjeu de la connaissance, et non pas dans le monde sensoriel, qui n'est qu'une reproduction biaisée du monde parfait des idées. Ce dualisme de Platon va s'opposer au monisme et au matérialisme des atomistes, comme nous l'avons précisé dans le cours précédent. Cependant, Aristote, même s'il est considéré comme un fervent opposant à l'école atomiste, alors Aristote va considérer la théorie des formes comme inopérante pour expliquer le monde sensoriel par des enchaînements de cause à effet. Je cite, il ne nous est d'aucune utilité de forger des substances éternelles comme le font les partisans des formes s'il n'y a pas en elles un principe capable de causer le changement. De ce fait, on note aussi une opposition entre le dualisme de Platon et l'hélomorphisme d'Aristote selon lequel tout être est indissociablement constitué de deux principes complémentaires. La matière qui le constitue, matériau, l'être qui compose une syllabe par exemple, et d'une forme qu'on perçoit avec nos sens, figure, disposition, couleur, texture par exemple. En fait, à la différence de Platon, Aristote va s'intéresser à tous les domaines de la connaissance. C'est d'ailleurs lui qui va organiser la totalité du savoir suivant un ordre logique. Dans les œuvres qui nous sont parvenues, et à la différence des dialogues de Platon, Aristote expose, explique et justifie les choses suivant une logique qu'il a lui-même d'ailleurs établie. Dans le reste de mon exposé, je vais me pencher sur un aspect bien précis de cette philosophie, qui est la physique aristotélicienne. Il s'agit de la première théorie spéculative et complète de la physique qui a subsisté près de 2000 ans et qui est exposée dans les travaux d'Aristote. Dans ce qui suit, je me limiterai aux concepts clés qui constituent les bases de cette physique, une physique, rappelons-le encore une fois, spéculative, c'est-à-dire qui néglige l'aspect quantitatif, comme les mesures, et s'en passe surtout de l'utilisation des mathématiques. En fait, cette physique se ramène à des explications par des principes métaphysiques, comme vous allez le voir maintenant. La physique d'Aristote est basée sur quelques postulats de base. Le premier est l'existence de 4 éléments à l'échelle la plus fondamentale de la matière: le feu, l'air, l'eau, la terre, en plus de l'éther qui constitue les sphères célestes. Ainsi, une substance donnée est constituée d'un ou plusieurs de ces éléments,
mais suivant des proportions différentes. Cette idée, qui remonte en fait à Empédocle, l'un des philosophes présocratiques les plus cités, marque une divergence entre les partisans de cette théorie avec les physiciens de Millet et de Lioni qui, eux, n'admettent qu'un seul élément premier capable de se métamorphoser en d'autres substances. L'eau suivant Thalès, l'air pour Anaximène, le feu pour Héraclite d'Éphèse. Aussi, le vide selon Aristote ne devrait pas exister. Avec cette idée-là, Aristote va aussi s'opposer aux partisans de la théorie atomiste qui admettent, entre autres, l'existence du vide, comme nous l'avons précisé dans le cours précédent. Ceci étant dit, la véritable contribution d'Aristote est d'avoir associé aux 4 éléments 4 qualités élémentaires qui sont partagées en deux, l'une active et l'autre passive. Au feu, il associe le chaud, une qualité active, et le sec, une qualité passive. À l'air, il associe le chaud, une qualité active, et l'humide, une qualité passive. À l'eau, il associe le froid, une qualité active, et l'humide, une qualité passive. À la terre, il associe le froid, une qualité active, et le sec, une qualité passive. Ainsi, en changeant une qualité, il est possible de passer d'un élément à l'autre. Cette transformation est plus difficile et plus longue quand nous avons deux qualités au lieu d'une seule à changer. Pour cette raison, on représente ces transformations sous la forme du cycle que vous voyez ici. Pour montrer comment tout cela fonctionne, prenons l'exemple donné par Aristote sur les phénomènes d'évaporation et de condensation. Je lis. C'est ainsi que l'air viendra du feu par l'unique changement de l'une des deux qualités, puisque l'un est sec et chaud et l'autre chaud et liquide. Il en résulte que si le sec est dominé par le liquide, il se produit de l'air, et qu'ensuite de cet air, il se produit de l'eau si c'est le chaud qui est dominé par le froid, car l'un était liquide et chaud, et l'autre était froide et liquide. Il suffira donc que la chaleur seule change pour qu'il se produise de l'eau. Autrement dit, on sait qu'on peut obtenir de la vapeur d'eau, donc de l'air, à travers l'action du feu sur l'eau liquide. On déduit que le feu peut se transformer en air par l'unique changement d'une qualité, le sec en humide. De même, on peut obtenir du liquide à travers l'action du froid sur la vapeur. On déduit qu'on peut transformer l'air en eau par le changement du chaud en froid. Abordons maintenant un autre aspect de la physique aristotélicienne. Comment peut-on définir le mouvement? Quelle est l'origine ou le moteur qui provoque le mouvement? Des questions qui ont tourmenté des générations de scientifiques et de philosophes de l'Antiquité. Pour certains présocratiques, l'action en soi de se mouvoir est impossible. Pour eux, le mouvement n'est qu'une illusion. Le plus important argument est donné par le sophiste Zénon et il est formulé sous la forme du paradoxe d'Achille et de la tortue. Il est dit qu'un jour, Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie, a disputé une course avec une tortue. Comme Achille était réputé être un coureur très rapide, il avait accordé gracieusement à la tortue une avance. Pour Zénon, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, car à chaque fois qu'Achille tente de rattraper la tortue, celle-ci aura parcouru une distance non nulle, de telle sorte qu'Achille ne pourra jamais annuler l'avance de l'animal. En d'autres termes, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, car il devrait pour cela parcourir une infinité de points le séparant de la tortue. La solution proposée par Aristote à ce paradoxe consiste à se rendre compte que lorsqu'on divise l'espace, on divise proportionnellement à lui le temps de parcours. Par conséquent, c'est dans un temps divisé à l'infini
que s'effectue le parcours de la distance divisée elle aussi à l'infini. Revenons maintenant à la notion même de mouvement. Pour Aristote, le mouvement est l'équivalent en quelque sorte du changement d'état pour nous. Ainsi, des 4 catégories ontologiques, substance, qualité, quantité, lieu, Aristote dans son traité de physique distingue 4 types de mouvements. L'altération selon la qualité, l'accroissement selon la quantité, la génération et la destruction selon la substance et le déplacement selon le lieu. On voit bien que seule la dernière catégorie correspond à la définition actuellement acceptée du mouvement. Aristote partage aussi le mouvement en 2 catégories distinctes. Un mouvement naturel, par lequel le corps retrouve son état naturel, comme la chute libre d'un corps solide qui retrouve sa place sur Terre, et un mouvement contre nature, forcé, violent, où l'objet subit l'influence d'une force externe. L'un des exemples donnés par Aristote est celui du feu. Le mouvement naturel du feu est d'aller en haut, pour rejoindre sa sphère naturelle, et son mouvement forcé est d'aller en bas. Pour mieux illustrer cette idée, prenons un autre exemple. Suivant ce raisonnement, le mouvement balistique d'un projectile quelconque, un boulet de canon à titre d'exemple, peut être partagé en 2 parties. La phase de lancement, où le projectile prend de la hauteur, c'est-à-dire en mouvement dans le sens opposé de son poids, est considérée comme un mouvement contre nature, alors que la phase de descente, où le projectile perd de la hauteur par le seul effet de la pesanteur, est considérée comme un mouvement naturel, un mouvement qui est censé le replacer dans son milieu naturel, et qui est la Terre. Aussi, pour Aristote, le mouvement d'un mobile est provoqué nécessairement par contact direct avec un moteur. Dans un langage plus moderne, cela correspond à dire que tout objet en mouvement détient son énergie d'autre chose. Le problème est que cette dynamique implique aussi que le mouvement est nécessairement provoqué par une force motrice, ce qui ne s'accorde pas avec le principe d'inertie qui dit que tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, sauf dans la mesure où il est contraint par les forces imprimées de changer cet état. Autrement dit, tout corps conservera son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans lequel il se trouve, à moins qu'une force ne soit appliquée sur lui. Il est donc clair que cette première loi de Newton, déduite en fait aussi par Galilée avant lui, ne s'accorde pas avec la physique d'Aristote. Enfin, suivant un raisonnement causal, selon le principe que tout ce qui est mu doit nécessairement être mu par quelque chose, Aristote montre aussi la nécessité de l'existence d'un premier moteur immobile qui est à l'origine de tous les mouvements dans le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour cette partie du cours. J'espère que j'étais assez clair. Prenez soin de vous et à très bientôt.